Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs. Une nouvelle semaine commence sur Afrique Média avec Appel sur le continent. Et cette semaine, nous l'ouvrons avec notre invité Charlie Kenyé que j'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre de cette émission consacrée aux téléspectateurs. Ce sont vos appels, vos réactions, vos messages qui nous intéressent dans le cadre de cette émission. Bonsoir Charlie. Bonsoir Mohamed Bachir, bonsoir à toute la galaxie panafricaine, à tous nos milliards de téléspectateurs, il faut le dire ainsi. Bonsoir à tous ceux-là qui ne cessent au quotidien de nous renouveler leur confiance, nous leur disons infiniment merci. Bonsoir à toute la jeunesse panafricaine, cette jeunesse qui est forte, consciente et debout, qui nous montre au quotidien qu'elle réellement comprend les enjeux qui sont en cours sur le continent. Il n'y a qu'à voir les différents mouvements dans certains partis du continent, on comprend réellement qu'il y a cette ferveur, cette volonté des peuples africains à réellement s'acquitter de leurs droits de mémoire, à savoir continuer le combat que nous ont laissé nos pères fondateurs. Chacun veut mettre en tout cas un peu du sien. Exactement. Donc, et bien sûr, vous avez parlé de ces mouvements. Il y a le Yerewolo Mali, à côté d'eux, il y a plusieurs autres mouvements qui ont, et là nous sommes dans le sujet, engagé un certain nombre de manifestations un jour avant le sommet de dimanche pour soutenir Assimi Goïta et tous les membres de la transition. Comment vous avez apprécié cela? Non, je pense que c'est justement ça, l'émanation même de la démocratie africaine, et non pas la démocratie occidentale, la démocratie africaine. Parce que la démocratie africaine, c'est une démocratie de solidarité, c'est une démocratie d'union, c'est une démocratie de consensus, c'est une démocratie de paix. Donc aujourd'hui, le Mali justement est en train de témoigner de la volonté de ces peuples-là à réellement s'assujettir du joug impérialiste. Vous êtes sans ignorer que à travers ce mouvement-là, on peut être sûr qu'on a la touche ou alors la patte du mouvement Yero, alors que nous saluons les leaders ici, que ce soit Ben Diara ou alors Amina Fofana. Nous leur disons infiniment merci de l'immense travail qu'ils abattent de ce côté-là. Il faut également faire remarquer que la particularité de ces manifestations qui ont eu du côté de Bamako, c'est justement la coordination qu'il y a eu avec d'autres mouvements de ce genre dans la sous-région Afrique de l'Ouest. On a vu le Burkina Faso, on a vu le Niger, un certain nombre d'activistes. Beaucoup de surprises quand même en ce qui concerne le Niger, on ne s'y attendait pas. Exactement. Donc apporter également leur soutien. Certains même ont eu à faire le déplacement pour participer à ces manifestations-là. C'est immense, c'est immense ici, même s'il faut le dire, parce que ça démontre à suffire cette solidarité africaine qui voudrait que lorsque le problème affecte mon voisin, je le prends comme le mien. Donc aujourd'hui, nous voyons le peuple malien justement exprimer non seulement sa démocratie, mais sa volonté. Donc nous sommes très peinés de comprendre que la CEDEAO, qui se disent toujours fiers ou alors qui se veulent toujours être garants de ce qu'ils appellent la démocratie ou alors le respect des libertés dans cette sous-région-là, se plaisent aujourd'hui à condamner le Mali ou alors à jouer les aveugles. Parce que voilà là la volonté du peuple malien. Le peuple malien vous dit clairement que nous sommes en accord avec ceux justement qui portent la transition de notre pays. Mais d'un côté, vous avez une bande j'aimerais être poli avec ces personnes-là, mais j'ai bien envie de dire une bande de mafieux organisés en bande. C'est pas une insulte. Organisés en bande qui justement reçoivent des instructions outre-mer, parce que il faut le dire, vous vous rappelez de cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait que la France mettrait tout en œuvre, quitte à se rapprocher des institutions pour justement mettre la pression sur le Mali pour que les autorités de la transition malienne puissent, dans les brefs délais, définir un calendrier électoral. Ce n'est pas à la France de mettre la pression au Mali, c'est aux Maliens de définir ce qui est bon pour eux. Et les Maliens aujourd'hui disent clairement que la trajectoire donnée par la transition actuelle, dirigée par le colonel patriote Assimi Goïta, est celle dont elle a besoin pour se développer. Alors qui suis-je, moi-même, Charlie Kenyé, pour ne pas parler de la France, pour venir m'opposer à la volonté du peuple malien? Donc, clairement, on comprend que nous sommes dans un jeu trouble de la communauté internationale, entre guillemets, avec à ses côtés, justement, ces relais que sont l'Union africaine et la CEDEAO, c'est triste de le dire, mais c'est une réalité, qui sont dans un schéma
qui n'a rien à voir avec le schéma voulu par le peuple malien, par les autorités de la transition malienne, à savoir redonner au peuple malien sa fierté, restaurer l'intégrité du territoire malien afin justement de penser que ce soit un quelconque développement ou alors des possibles échéances électorales. Voilà pourquoi le président de la transition malienne, Assimi Goïta, leur a fait savoir dans un courrier qu'il a envoyé au président anénésiste de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Il leur faisait savoir que d'ici janvier 2022, ils auront justement un calendrier qui fixerait justement les dates de ces élections-là. Mais la CEDEAO ne veut rien entendre. Il faut dire que la date échéance était le 28 février 2022. Donc, du 28 février, de janvier à février, vous voyez, on est pratiquement dans l'intervalle de 3 ou 4 semaines. Donc, je vois pas ce que la CEDEAO aurait à gagner à continuer à mettre la pression sur le Mali, alors que les autorités maliennes, même pour moi, sont très cléments. Je vois, vous voyez, ils sont en permanence, lorsque ceux-ci même essayent de bloquer le dialogue, les autorités maliennes sont toujours ouvertes à apporter quelque chose sur la table de négociation. Mais on a comme l'impression qu'en face, vous avez un groupe de personnes qui ont reçu des instructions et tant que ce que vous leur proposez ne cadre pas avec les instructions qu'ils ont reçues, ben, ils ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est très triste. Très triste, vous l'avez si bien dit. Alors, ces images, je ne sais pas, avec la complicité de Joël, est-ce qu'on peut avoir les images avec le son, Joël, pour savoir ce qui s'est passé, bien sûr, au Mali, un jour avant le sommet. Alors, il y a eu le lancement des assises nationales de la refondation, mais surtout ces manifestations, et j'aimerais quand même qu'on ait quelques petits extraits qui nous permettront de mieux se situer. Sur la place de l'Indépendance, quelques milliers de Maliens brandissent leur espoir. Le colonel Goïta, président de transition. Une transition qui dure depuis plus d'1 an et demi, mais ces manifestants ne souhaitent pas d'élections immédiates. La guerre est partout, des tueries se produisent dans toutes les régions. De plus en plus de personnes deviennent des réfugiés et viennent se rajouter au nombre des habitants des grandes villes. La situation est très complexe et si on doit parler d'élections, ce sera compliqué de les organiser. Lorsque le pays retrouvera un semblant de quiétude, alors là nous pourrons organiser des élections. Un avis contesté par la CEDEAO. L'organisation avait déjà sanctionné 150 personnalités politiques maliennes soupçonnées de ralentir la transition. Dans la foule, une crainte, que le prochain sommet soit l'occasion de nouvelles représailles. Donc la sanction ne peut que punir les pauvres de ce pays. Et ces pauvres sont des Africains, sont des Maliens, pour lesquels nous avons beaucoup de respect. Et la CEDEAO est composée de pays frères qui comprennent cela. Et moi je ne doute pas, je suis sûr qu'il y aura des solutions, il n'y aura pas de sanctions, le Mali s'en sortira. Et la CEDEAO comprendra que cette transition est une solution pour le moment pour notre pays. Les sanctions de la CEDEAO, tout comme la présence de la France au Mali, ces manifestants s'en agacent. Nous sommes un État souverain et nous devons avoir notre souveraineté, notre intégrité, notre dignité. La France puisse se joindre à la CEDEAO, nuire les Maliens. Nous sommes là pour ça. Le chef de la junte malienne a lui lancé en parallèle les assises nationales de la refondation du Mali. Elles commencent demain, durent jusqu'à la fin du mois et doivent déterminer la date des élections. Un peuple en symbiose avec son dirigeant ou ses dirigeants, Charlie Kenyé. Aujourd'hui, la CEDEAO menace le pays de nouvelles sanctions, des sanctions additionnelles, pour dire exactement ce que la CEDEAO a dit dans son communiqué final. Alors, ces sanctions additionnelles, on comprend bien que ça va toucher tout le Mali. Alors, est-ce que le peuple qui aujourd'hui est en communion avec les autorités pourra supporter les effets de ces sanctions? Parce que là, il faut bien le dire, la CEDEAO a une volonté d'asphyxier le Mali. Effectivement, la CEDEAO a une volonté d'asphyxier le Mali parce que justement la CEDEAO roule pour tout le monde sauf pour le Mali. La CEDEAO roule pour tout le monde sauf pour la région ouest africaine. La CEDEAO roule justement pour ceux qui ont eu à les placer, entre guillemets, certains présidents qui sont à la tête de cette institution-là. La CEDEAO roule justement également pour les cercles dans lesquels ces présidents, ces chefs d'État appartiennent. La CEDEAO roule pour ceux qui les financent, ça également il faut le marteler. Donc la CEDEAO roule pour tous ces ensembles de critères, mais sauf pour le peuple malien. Parce qu'à la réalité, si réellement la CEDEAO voyait en ce qui est en train de se passer au Mali une volonté du peuple malien
pour lequel ils ont été placés. Parce qu'il faut également comprendre que cette CEDEAO également existe par le biais des cotisations de ces pays, membres de cette communauté-là. Cette CEDEAO existe aussi pour apporter un plus, pour satisfaire, pour mettre en avant les désirata des volontés des populations de ces régions-là. Mais si aujourd'hui, regardez des millions de Maliens sortis et dire ouvertement à la CEDEAO que nous sommes en accord, nous sommes en symbiose avec la volonté de nos dirigeants. C'est-à-dire que si vous roulez pour le peuple, et bien c'est ce peuple qui vous dit qu'il est d'accord. Exactement. Okay. Et curieusement, cette CEDEAO dit non, non et non. Cette CEDEAO dit non, vous devez aller aux élections. Alors qu'est-ce que cela cache, Charlie Kelly, pour entrer peut-être dans les dessous de cartes? Mais c'est simple. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que s'il y a une chose que nous les Africains, nous maîtrisons le moins, ce sont les mécanismes électoraux. Oui. C'est toujours pourquoi lorsqu'un pays amorce un pan de son histoire où justement ce pays devait se désolidariser, devait s'assujettir du joug impérialiste, on a obligé les dirigeants à organiser les élections dans des brefs délais. Parce qu'à travers ces mécanismes électoraux, c'est le moyen le plus facile pour eux de placer à la tête de nos États les hommes qui justement viendront faire leur volonté et non la volonté de nos peuples. Rappelez-vous tout simplement de ceci. J'aime souvent prendre cet exemple très simple. Prenons l'exemple des différentes élections qui se sont succédées aux États-Unis. Mais M. Mohamed Babachi, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, pratiquement 24 heures avant, on nous fait savoir qu'il y a un candidat qui est toujours en tête. À la dernière minute, parfois, à moins de quelques heures des élections, on vous fait savoir que non. Subitement, des super délégués sont entrés en jeu et voilà un président. C'est la même chose un peu partout. C'est-à-dire qu'ils ont cette pratique, ils ont cette maîtrise des mécanismes électoraux que nous ne connaissons pas encore. Justement, pourquoi? Parce que c'est un principe qui a été vendu aux Africains. C'est-à-dire que nous sommes encore dans l'apprentissage même des mécanismes et des canaux électoraux en Afrique. Et c'est par là donc que ces pays nous tiennent. Aujourd'hui, non pas pour dire qu'il n'y avait pas des élections par le passé en Afrique. Non, c'est juste pour compléter ce que vous dites. Hein. Non pas pour dire qu'il n'y avait pas des élections par le passé. Non, les Africains avaient des élections, mais purement avec des méthodes africaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on embrasse la démocratie occidentale, on n'a pas une parfaite maîtrise des mécanismes électoraux. C'est bien ce que exactement. Après, c'est pas pour dire qu'on apprend ça, parce qu'en réalité, le plus vieux modèle de démocratie au monde, c'est la Grèce antique, c'est l'Égypte antique. L'Égypte est née, parce qu'il faut bien rappeler, la civilisation négro-égyptienne, c'est la plus vieille des démocraties au monde. Donc, ils ne nous apprennent pas la démocratie. Sauf que, à côté même de l'Égypte, en Afrique, vous aviez des grandes civilisations, des grands royaumes, tels que le royaume du Mali, vous avez également en Afrique de l'Est, vous avez le royaume du Dahomey, où il y avait également un modèle démocratique qui fonctionnait à merveille et qui tenait compte de nos réalités. C'est-à-dire que si vous prenez le cas, par exemple, des différentes élections que nous avons eues au niveau du continent africain, prenons le cas du Cameroun, j'ai eu à faire cette étude-là, vous allez vous rendre compte que les dernières élections présidentielles au Cameroun de 2018, on vous fait savoir, l'Institut national de la statistique camerounaise nous faisait savoir qu'il y avait entre 11 et 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter, sur pratiquement 25 à 30 millions d'habitants. 11 à 14 millions de Camerounais. Mais vous avez l'organe en charge des élections et l'ECAM qui viendra par la suite vous faire savoir qu'il n'y a que 6 millions de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales. Dans les 6 millions qui sont inscrits sur les listes électorales, on vous fera savoir qu'environ 4 millions ont retiré leur carte d'électeur. 2. Et dans les 4 millions qui ont retiré leur carte d'électeur, on nous a fait savoir en fin de compte qu'il n'y avait que 3 millions de personnes qui sont allées au vote. Ça veut dire qu'en réalité, vous voyez qu'il y a tellement de critères exclusifs. Or, l'Afrique est essentiellement inclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, nos problèmes se règlent autour de l'arbre à l'arbre. Mais par contre, dans la démocratie importée, c'est-à-dire que la démocratie occidentale, nous sommes justement dans le cadre de la minorité majoritaire face à la majorité minoritaire. Ça veut dire que la minorité commande ou alors met à la tête de l'État un individu qui viendra commander la majorité, cette majorité qui devient très inférieure à la minorité. Voilà pourquoi je parle de la minorité majoritaire face à la majorité minoritaire. Donc, c'est un système aujourd'hui qui pose des problèmes. Voilà pourquoi, généralement en Afrique, après des élections présidentielles, vous avez toujours des recours, vous avez des contestes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais unanime. Parce que ce modèle de démocratie, ce système électoral ne tient pas compte de nos réalités internes. Or, nos ancêtres par le passé avaient résolu cette situation. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous en soyons? Et c'est pourquoi je dis, c'est un mécanisme que eux, ils maîtrisent très bien, ils le maîtrisent à merveille. Or, le moyen le plus facile pour eux, justement, de toujours mettre à la tête de nos États des personnes qui, en réalité, viendront servir leurs intérêts, c'est par les moyens électoraux. Rappelez-vous que tous les hommes en Afrique qui ont justement pris ou qui se sont levés contre l'Occident, la finalité était deux choses. Soit les assassinats politiques,
soit les élections entre guillemets démocratiques. Est-ce que c'est ce que risque aujourd'hui Assimi Goïta, puisque il fait quand même des propositions. Il estime que la priorité pour son pays, c'est d'abord des assises pour la refondation du pays. Tout à fait. Ce qui permettrait de panser les plaies. Ce qui permettrait d'avancer sur le plan de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'armée malienne est déployée sur plusieurs fronts, essayant tant bien que mal de sécuriser le pays. Est-ce que cette priorité du Mali ne serait pas un problème pour Assimi Goïta à l'avenir? Non, je ne pense pas. À partir du moment où ce qu'il pose comme acte, non seulement est juste, oui, mais c'est légal. Alors juste pour qui? C'est ça le problème. Est-ce que ceux d'en face pensent que c'est juste? En face, on estime qu'il faille aller aux élections. Je comprends. En respectant le calendrier de février 2022. Mais je pense que le Premier ministre Choguel Kokala Maga leur a très bien expliqué le problème. Oui. Choguel Kokala Maga leur a fait savoir que pour qu'ils aillent aux élections, il faut deux conditions sine qua non. Oui. La première, déjà, il faille que le Mali puisse rester ou alors puisse avoir la totale entièreté de son territoire. Oui. D'ailleurs, le Premier ministre leur a fait savoir que parmi tous ceux qui exigent qu'on organise les élections, il y en a que si on demande d'aller battre campagne dans leur fief ou alors dans leur région d'origine, ils n'iront pas. Oui. Parce que justement, il y a une certaine insécurité. Bon, alors, n'est-ce pas une raison assez valable aujourd'hui? Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être considéré comme une sorte de fuite en avant, dans la mesure où la transition, dans ce cas, pourrait éternellement durer? Non, je pense très clairement qu'aujourd'hui, on ne peut pas, le Mali ne peut pas fonctionner au rythme de la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Le Mali a pour obligation, le Mali a même pour devoir de mémoire de fonctionner au rythme de ses priorités et des moyens qui sont mis à leur disposition. Parce la priorité, c'est la sécurité. La priorité aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité. Alors, dans cette sécurité, Charlie Kenyé, est-ce que ceux qui insistent à ce qu'il y ait des élections en février n'ont pas une autre perception ou peut-être n'ont pas des informations ou n'auraient pas reçu des informations comme quoi ce serait très difficile de sécuriser totalement le pays avant d'aller aux élections? Non, c'est une fausseté absolue. Pourquoi? Pour trois raisons. Déjà, il faut comprendre que ceux qui aujourd'hui pensent que le Mali, ou alors auraient des informations comme quoi le Mali ne pourrait pas sécuriser son territoire dans les délais qui ont été impartis, c'est-à-dire en respectant le calendrier électoral qui voudrait que les élections soient organisées le 28 février 2022, c'est une fausseté. Je tiens à vous rappeler que avant que le Mali ne fasse appel à la force SEWA Security, c'est la force paramilitaire russe, qui est aujourd'hui appelée dans les médias internationaux, occidentaux, je veux dire, Wagner, ce qui est une fausseté, c'est-à-dire que c'est une fabrication des services secrets français et américains. Wagner n'existe nulle part. Allez visiter la page du ministère russe des Affaires étrangères, vous n'entendrez jamais, vous ne verrez jamais le nom Wagner. C'est SEWA Security Service. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que quoi? Contrairement à la France, parce que vous verrez que dans ce défi-là, il y a également une volonté, il y a un enjeu géoéconomique qui est en train de se passer de ce côté-là. La France y était. On a vu le Premier ministre Choguel Kokala Maga à la tribune des Nations Unies nous fait savoir que cette même France qui était dans le nord du Mali, il était pour armer, financer et instruire les terroristes dans le nord. Mais derrière... C'est que Florence Parly a nié quand même en blanc. Mais on peut que s'attendre à ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose d'une personne ou d'un personnage ou d'un pays qui n'a passé que sa vie à vivre du mensonge et de la fourberie. Donc ils sont dans leur rôle de nier. Ça ne nous inquiète que... C'est normal. Ils nous ont habitués comme ça. Donc, vous devez savoir que depuis pratiquement 2013 que la France est engagée au Mali, j'ai pour habitude de le dire, l'engagement de la France au Mali déjà est une dette pour le peuple malien. Et selon les statistiques, c'est-à-dire que les chiffres du ministère des armées françaises, en 2013, c'est-à-dire que la première année de l'engagement français au Mali aurait coûté la bagatelle de 600 millions de francs CFA. Et en 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, merci. Oui. 600 millions d'euros. Oui. Et en 2019, le général Lecointre, lorsqu'il avait été auditionné par la commission parlementaire française en charge des affaires de défense, il faisait savoir à cette commission-là que le coût de l'engagement de la France et de ses alliés au Mali pour l'année, pour l'exercice 2019, aurait coûté environ 960 millions d'euros. Pendant que vous parlez, si on peut afficher les numéros, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs, je reçois quelques messages.
Voilà, merci de le faire, Joël. Aurait coûté 960 millions d'euros. Donc, quand on fait un ratio très simple, de 2013 à 2021, l'engagement de la France et de ses alliés au Mali aurait coûté sensiblement 750 millions d'euros. Ça, c'est le ratio par an. 750 millions d'euros, qui est une dette pour le peuple malien. Si vous multipliez ce chiffre par 8, en francs CFA, vous êtes pratiquement dans quelque chose comme 5 000 milliards de francs CFA, parce que ça fait pratiquement une bagatelle d'environ 600 milliards de francs CFA par an. 600 000... Ça fait le budget quand même du Cameroun. Exactement, oui. exactement. Et vous voyez que c'est une cagnotte qui est endossée sur le dos de l'État malien. Oui. Mais d'un autre côté, vous avez par exemple, depuis l'engagement de la force paramilitaire russe, vous avez l'agence de presse Reuters qui nous faisait savoir que le Mali, les Russes arrivent au Mali avec un plan très bien détaillé. C'est-à-dire que les Russes sont venus avec une feuille de route précise. Les Russes disent au Mali que nous allons reprendre la totalité ou l'entièreté du territoire malien en pratiquement 26 semaines. Ça, c'est ce que les Russes ont annoncé. 26 semaines. C'est-à-dire que du début des opérations jusqu'à la fin, c'est 26 semaines, 6 mois. Et avec une enveloppe de pratiquement 72 milliards de francs CFA. Vous voyez que c'est très loin des 600 milliards de francs CFA annuels que coûtait l'opération française au Mali. Donc déjà, sur le ratio économique, vous comprenez que le Mali n'a que raison de travailler avec un partenaire qui non seulement vous annonce un calendrier de restauration de votre territoire en 26 semaines, alors qu'un pays était là-bas depuis 8 ans, ils n'ont rien foutu. Mais plus encore, ils vous donnent un prix qui est largement inférieur à ce que la France prenait pour son intervention au Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que aujourd'hui, le Mali a tous les cartes à main pour justement démontrer à la CEDEAO qu'elle est sur le bon chemin. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elles sont butées à des individus sans foi ni loi, qui ne roulent que pour ceux qui les financent, qui ne roulent que pour ceux qui leur ont installé là où ils sont là. Et c'est pourquoi le Mali aujourd'hui n'est pas seulement en train de vivre une bataille pour le peuple malien. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est une bataille pour le peuple africain. Parce que si le Mali remporte ce qu'ils sont en train de faire, ça démontre à suffit que plus jamais nous ne nous laisserons guider par le diktat d'une certaine communauté ou alors d'un certain nombre d'individus organisés en bandes qui justement sont là pour nous mettre en mal par rapport à nos intérêts à nous. Donc, moi je dis clairement, le Mali n'a pas à regarder ce que pense la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne vivra pas les malheurs, ou n'a pas vécu les malheurs qu'ont vécu le peuple malien. On sait ce qui s'est passé dans le Nord. On connaît les tueries qu'il y a eu là-bas. On connaît les morts qui se sont comptés. On connaît la souffrance que le peuple malien a vécu. Donc, ce n'est pas la CEDEAO qui a vécu ça. Donc, la CEDEAO n'a pas imposé au Mali ce que le Mali a à faire. Aujourd'hui, c'est le Mali qui a tracé sa route. À partir du moment où ce pays-là est soutenu par son peuple, il faut comprendre que nous, peuple africain, nous avons le droit. Voilà pourquoi moi je pense que le débat que nous devons ouvrir ici, c'est quels sont les moyens à mettre en œuvre pour justement apporter notre soutien au Mali. Et ça rentre effectivement dans notre protocole. Merci en tout cas, Charlie Kenyé. C'est le moment d'aller vers nos téléspectateurs. Jean nous appelle depuis les États-Unis. On va lui donner la parole justement. Jean, bonsoir. Jean, bonsoir, vous me recevez? Alors, j'ai pas le retour de Jean. D'accord, le temps de reconnecter tout cela. Jean est donc en attente. On n'a pas son retour sur le plateau. Je crois évidemment qu'il y a, je vois aussi Delphin qui est en préparation. Alors ce sera dans quelques instants, le temps pour nous, pourquoi pas, de revenir vers notre cher Charlie Kenyé. Et ça va se faire au standard. Rassurez-vous, chers téléspectateurs, vous aurez droit à votre parole. Ça va se faire. Alors, le peuple peut-il supporter les futures sanctions? Alors je m'interroge toujours parce que est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'éclatement, des soulèvements contre les autorités actuelles au Mali en cas de nouvelles sanctions, comme le veut la CEDEAO? Je pense que c'est ce qui est même le schéma qui est en cours aujourd'hui, c'est savoir asphyxier le Mali. Oui. Voilà pourquoi quand vous voyez le président d'exercice du Ghana, Nana Akufo-Addo, se mettre devant, c'est ça l'objectif. C'est asphyxier parce qu'il faut également comprendre que le Mali, c'est un pays de 14 millions d'habitants, avec un budget de pratiquement un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. Vous voyez que
quand vous regardez les besoins d'un pays comme celui-là, vous comprenez qu'en réalité, le Mali vit également de l'aide au-delà de la CEDEAO, mais de l'aide internationale. Donc ça veut dire que plus de sanctions économiques contre le Mali, réellement, ça risque d'amener le peuple à se soulever contre ses dirigeants. Et je pense que c'est le schéma qui est justement pensé de ce côté-là. Mais il faut se servir de l'histoire du passé. Le passé nous a appris que des peuples en Afrique ont été victimes à ce genre de scénario. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? On peut prendre le cas de la Libye. Donc, je pense que c'est aujourd'hui aller vers ces schémas-là, voir les mécanismes qui ont été mis sur pied, parce que le Mali aujourd'hui, il faut le savoir, c'est un pays immensément riche. On se salue également de la Russie qui a fait savoir qu'elle apportera tout son appui économique au Mali. On se salue également de l'initiative algérienne qui, de plus en plus, renforce son amitié, renforce ses relations politiques, économiques avec le Mali. Donc moi, je me dis que le Mali doit se préparer à des moments difficiles. Mais c'est justement l'occasion pour le Mali de comprendre qu'il est l'heure pour lui d'entrer dans la diversification de ses partenariats stratégiques et économiques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, un pays qui est immensément riche, qui a des ressources naturelles, mais qui subit le diktat et le chantage d'un certain nombre de puissances. C'est au Mali de démontrer qu'en dehors de ces puissances-là, nous pouvons dealer avec d'autres, bien sûr dans une solidarité. Et bien sûr avec des pays comme l'Algérie, pourquoi pas. Alors, notre ami Justin Afo de la Côte d'Ivoire me rappelle que malgré la visite de Jean-Yves Le Drian il y a quelques jours, les militaires français sont toujours interdits de survol du territoire algérien pour acheminer ce qu'ils ont acheminé vers le Mali. Merci Justin pour ce rappel. On retourne au téléphone avec Jean. Bonsoir Jean. Vous m'entendez? Là c'est bon, on vous reçoit très bien. Oh, merci beaucoup. Et je salue votre invité Charlie. Je salue les techniciens et techniciennes. Je salue tous ceux qui interviennent sur Afrique Média. Parce que et quand nous disons souvent que nous sommes en guerre, les gens, certains ne comprennent pas. Et nos dirigeants surtout ne comprennent pas. Est-ce que d'abord le Mali appartient aux Maliens, c'est-à-dire à la population qui se retrouve sur le territoire là, qu'on appelle Mali? Est-ce que ça appartient à ces populations ou bien ça appartient à la CEDEAO? Je pense que le Mali appartient d'abord aux Maliens avant de bien vouloir appartenir à la CEDEAO. Alors, mais nous demandons à nos dirigeants de la CEDEAO, c'est vrai, ils sont sous pression parce que la ministre française, cette dame Florence Parly, avait dit cela. Elle avait dit, vous vous souvenez, on a demandé de cela récemment, que la CEDEAO va engager. C'est-à-dire, voilà les dictats. Mais nous allons demander à nos présidents, qui se disent présidents, dirigeants des pays africains, surtout de la CEDEAO, d'être eux-mêmes, d'être africains d'abord, avant de pouvoir être européens. Parce qu'ils ont leur compte, ils ont leur cœur, leur vie en Europe. Pour cela, ils sont obligés d'être soumis au dictat de la France et de ses alliés les Américains. Mais nous disons ceci. Bachir, c'est clair pour tout le monde aujourd'hui que si quelqu'un veut diriger un pays africain, qu'il sache qu'il veut travailler pour le bien-être de la population africaine et non pour les intérêts de leur club maçonnique. Bachir, parce qu'on ne comprend pas pourquoi la CEDEAO a le devoir d'imposer une date à un pays qui se retrouve, qui se reprend. Les populations font des manifestations pour dire non, nous ne voulons pas l'élection maintenant, nous voulons d'abord la sécurité avant d'aller aux... Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école, à des grandes écoles pour comprendre ce raisonnement très simple? Et pourtant, c'est ce que défend la CEDEAO. Alors ça veut dire que ça devient une supercherie. Alors, il vaut mieux qu'ils se taisent. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, partout où nous sommes, nous nous reconnaissons africains et nous ne voulons plus avoir cette humiliation-là. Parce que nous ne voulons plus cette humiliation. Que les soi-disant américains, européens viennent manipuler les Africains pour leur donner des leçons alors que nous sommes des êtres raisonnables. Nous contenons le monde. Depuis longtemps, c'est l'Afrique qui subit toujours. C'est l'Afrique qui subit. Ça suffit, Bachir.
Que nos dirigeants sachent dans leur cœur que ça suffit. Que le Ghana, le président actuel qui est là, il n'est pas éternel. Ouattara n'est pas éternel. Mais pourquoi ils s'agitent comme ça? Ils vont partir bientôt. Ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils veulent léguer à la nouvelle génération? C'est un de soumission toujours. Mais ça suffit. Il faut mourir pour une bonne cause. Il faut mourir pour une bonne cause. Et non vivre dans la corruption et dans l'immoralité. Dans la soumission. C'est honteux. Nous les appelons à vraiment revenir en Afrique et être africains. Renvoyer ces émissaires français, américains qui viennent vous conseiller, qui viennent vous dicter les choses. Renvoyez-les. S'il faut mourir, il faut mourir pour ça. Comme ça, c'est comme ça qu'on est dirigeant d'un pays ou bien d'une famille. Nous sommes en guerre, Bachir, que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Merci beaucoup. Pour l'appel depuis les États-Unis. Et on reste au téléphone. J'imagine que Delphin est au bout du fil déjà. Delphin, bonsoir. Cher frère Bachir, je vous remercie de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations à mon cher frère Charlie Kenyé, ainsi que l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Donc, mon cher frère Kenyé a sensiblement dit tout ce que j'ai en tête. Simplement, je vais le compléter. Effectivement, le Mali doit s'attendre, il ne faut pas se faire d'illusions, à être secoué, encore que ce blabla démocratique qui a été introduit dans les haut-parleurs de la CEDEAO, paraît-il à base de sanctions, est une petite flamme qui n'a pas produit un grand incendie. Pourquoi? Parce que la plupart des dirigeants maliens actuels n'ont pas de biens en dehors du Mali. Donc, c'est plutôt un discours qui est fait pour effrayer les Africains, donc en particulier les Maliens, qui ne maîtrisent pas les dossiers auxquels on a affaire en ce moment. Quant à asphyxier le Mali, cela aurait pu être envisageable, effectivement, même fortement possible, si l'Algérie au nord n'avait pas apporté son soutien, et l'Algérie. Je dis ça parce que nous, le Burundi, nous avons subi ce genre de chantage il y a à peu près 5-6 ans maintenant, mais il faut savoir regarder le verre à moitié plein. Nous avons subi, c'est vrai, une certaine pression, mais depuis cette époque-là, donc depuis 2016-2017, aujourd'hui, d'un point de vue, je dirais, alimentaire, nous sommes autosuffisants. Nous nous sommes mis drastiquement à l'agriculture, et Afrique Média a eu à montrer des vidéos de mon président, le général Neva, qui se trouvait dans sa propre ferme, où il travaillait, comme un agriculteur lambda en Afrique. Ma propre famille a ce genre de ferme. Donc, nous préférons, après, c'est vrai, avoir subi quelques pressions, nous préférons vivre ainsi, nous nous nourrissons nous-mêmes. Je crois que c'est Papa Sékou Touré qui disait préférer l'esclavage dans l'autre... non, il préférait plutôt la liberté, mais dans une certaine autonomie, plutôt que la liberté dans un esclavage qu'a l'air visiblement d'apprécier un nègre de maison comme Bazoum. Voilà dans un premier jet ce que je peux dire, mon cher Bachir. Je te restitue le micro et reste à ta disposition si besoin. Delphin, vous ne partez pas. Je voudrais quand même avoir votre avis sur les conséquences quand même que cela pourrait avoir, des sanctions additionnelles sur le peuple malien. Il faut bien dire, le peuple, on l'a vu, d'accord, en parfaite harmonie avec les dirigeants, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga. Mais est-ce que ce peuple serait prêt à supporter les effets des sanctions additionnelles?
Je comprends bien votre question, mon cher Bachir, et je dois reconnaître que dans un premier temps, en tout cas moi de mon point de vue, le principal danger que je vois est surtout sécuritaire. Pourquoi? Parce que contrairement au Mali ou encore à la Centrafrique, nous, le Burundi, et nous partageons cela avec nos frères au nord de l'Afrique, donc les Algériens, nous avons des outils militaires autonomes, performants. Nous avons des services secrets qui sont efficients. Nous avons un appareil militaire, donc militaro-policier, qui est tout à fait autonome. Nous sommes différents, et je tiens à le souligner ici, de l'Égypte. Par exemple, l'Égypte reçoit chaque année, en termes de financement, 1 milliard de dollars de la part du Pentagone. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, ce n'est pas le cas du Burundi, ni même de l'Éthiopie. Ça veut dire que, contrairement donc à des États comme le Mali ou la Centrafrique, où leurs armées ont été détruites toujours par les mêmes soi-disant bavards là depuis l'Élysée, depuis les années 60, eh bien ces armées restent encore fragiles. Même si, par exemple, dans le cadre de la Centrafrique, nous les Burundais, les Rwandais, vous aussi les Camerounais, les Russes, avons apporté un secours significatif à la Centrafrique, eh bien, ces armées n'ont pas encore atteint, je dirais, un niveau où ils n'auraient plus besoin de nous. Sachant que des bases militaires, soi-disant démocrates, se trouvent non loin du Mali. Nous pensons à la base de drones états-unienne qui se trouve du côté du Niger. Effectivement, il pourrait y avoir une recrudescence en termes de violence qui pourrait effectivement provoquer plus de morts, d'inquiétude, même de lassitude au milieu de la population malienne. Mais encore une fois, j'insiste, il ne faut pas vouloir la liberté et ne pas vouloir payer le prix. J'ai toujours eu à expliquer que nous, les Burundais, par exemple, nous avons traversé pratiquement 3 décennies de guerre. Je me rappelle quand j'étais petit, jusqu'à peu près 10 ans, c'était quotidien, 2-3 fois par semaine, j'entendais des coups de feu à moins de 100 mètres de ma maison. J'ai vu des gens se faire découper à la machette comme on regarde aujourd'hui les matchs à la télévision. C'était habituel. Mais la liberté, la réelle liberté, hein, pas une pseudo-liberté dans une cage dorée, a un prix. Elle a un prix. Le mauvais côté de la coopération avec l'Élysée, c'est que l'Élysée a introduit dans certains africains le fait que même étant dans une prison à ciel ouvert, il vaut mieux cela qu'être réellement libre. Nous battons notre propre monnaie. Ce n'est pas le cas de ces pays qui vivent sous le poids de la franc CFA. Comme je l'ai dit, nous avons nos propres appareils sécuritaires. Nous n'avons eu qu'un tout petit soutien, je dirais, de la part de la Russie, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que nous ne finissions pas justement comme le Burkina Faso ou la Libye, ou encore plus la Côte d'Ivoire. Donc moi, mon principal souci que je vois à court terme, c'est surtout un souci sécuritaire, parce que la Russie s'est déjà engagée, et mon frère Charlie a eu à le rappeler, à coopérer économiquement avec le Mali. Et l'Algérie a aussi déclaré par la voix de son ministre, notamment monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'il allait apporter un soutien à la fois financier et militaire. Et vous savez très bien que face à l'Algérie, ne serait-ce que l'Algérie, mettant même de côté un peu la Grande Russie, vous savez très bien que face à l'Algérie, les bavards de l'Élysée ne parlent pas. Donc, au contraire, j'ai envie de dire que tout le travail, en fait, maintenant, repose justement sur la population malienne. Parce que si nous la voyons se disloquer, nous ne pourrons pas la soutenir. Exactement comme si la Russie n'avait pas vu les Burundais soutenir l'ancien président Nkurunziza et son successeur, il nous aurait laissé tomber. C'est très simple.
Delphin, avant de reprendre la parole, un dernier mot. Il y a un message de téléspectateur, je le lis rapidement et voir comment vous réagissez. C'est Kasumio, il nous suit sur le live Facebook, il nous dit la seule alternative pour le Mali, c'est de quitter la CEDEAO et créer sa monnaie. Alors, quitter la CEDEAO, est-ce possible quand on sait quand même que le Mali, c'est un pays enclavé qui dépend de l'ouverture sur la mer de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, entre autres, pour ne citer que ceux-là? Eh bien, cette question est légitime. Et j'ai envie de dire qu'en tant que Burundais, elle me parle aussi. Tout comme le Mali, le Burundi fait partie de ce qu'on appelle l'Interland. Et à l'époque, je me rappelle que nous, c'était la Tanzanie qui nous avait apporté son soutien. La Tanzanie, donc à l'époque, c'était l'ancien président Jakaya qui avait garanti une ouverture donc pour le Burundi jusqu'à l'océan Indien. Donc, les Maliens, surtout aujourd'hui qu'ils jouissent de ce que notre ami Luc Michel appelle la parité géostratégique, ils doivent être opiniâtres. Ils ne doivent céder aucun pouce en termes de négociation. C'est ce que nous avons fait, nous autres les Burundais. À l'époque, je tiens ici à rendre hommage l'ancien maréchal Déby. Il nous a apporté son soutien. C'était l'un des rares à l'époque, en 2016, au milieu des nègres de maison qui sont à l'Union africaine. C'était le seul à taper le poing sur la table et à dire que jamais il ne permettrait qu'une force, soi-disant démocratique, déguisée en Union africaine, vienne chez nous au Burundi. Et franchement, les Burundais lui seront toujours gré de cette prise de position très salutaire qui permet aujourd'hui au Burundi de faire figure d'exemple à suivre. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie, encore une fois j'insiste là-dessus, c'est l'Algérie qui joue ce rôle pour le Mali. Si ces nègres de maison en Côte d'Ivoire ou ailleurs veulent étouffer le Mali, eh bien, grand bien leur face. L'histoire les jugera. En attendant, le Mali pourra toujours passer par l'Algérie. C'est vrai que ça peut être un petit détour gênant, mais la liberté passe par là. Et une fois que le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso et d'autres seront parvenus à monter en puissance d'un point de vue militaire, je vous garantis que tous ces bouffons, là, soi-disant démocrates, qui viennent de l'Élysée, de Bruxelles, plieront bagage. Ils n'auront pas le choix. Soit ces pays deviendront leur cimetière, soit ils vont partir. Ils viennent de partir de l'Afghanistan. Donc c'est comme ça que les États sérieux travaillent. Voilà, je vais laisser la parole à mon cher frère Charlie Kenyé. Je vous ai gardé longtemps au téléphone. Je vous ai longuement au téléphone. Eh bien, je l'ai fait exprès parce que je voulais quand même partager cette expérience du Burundi qui est sensiblement, le Mali se retrouve aujourd'hui dans une situation quasi similaire à celle du Burundi d'il y a quelques années. Avant de revenir vers vous, Charlie Kenyé, il y a d'autres appelants au bout du fil. Amoré, il nous appelle donc des États-Unis. Bonsoir, Amoré. Ami Bachi, j'aimerais saluer particulièrement votre invité parce que depuis quelques temps, je suis son analyse. Il développe de très bons arguments par rapport à toutes les situations qui lui sont présentées. Sincèrement, je lui tire chapeau. Alors, j'aimerais d'abord rebondir sur la question que vous venez juste de poser, mon cher Bachi. Et j'entends souvent les gens poser cette question-là. On dit, bon, le Mali est un pays de l'Interland, le Mali n'a pas accès à la mer, par conséquent, toute tension serait asphyxier le Mali. Deux choses. D'abord, quand on veut prendre des genres de sanctions qui consistent à couper totalement le pays de tous ses voisins, ce n'est pas une question seulement du ressort de quelques chefs d'État de la CEDEAO ou même de la CEDEAO. Parce que c'est comme un suicide. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. On est d'accord. Première chose. Deuxième chose, mais vous traitez le Mali comme si le Mali est un parasite. Le Mali dépend exclusivement des autres pays, notamment ceux qui ont accès à la mer. Mais écoutez, des pays côtiers tels que le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc., sont des pays qui font même concurrence entre eux pour avoir, des contrats, je vais dire, avec les pays de l'Interland pour que ces pays de l'Interland utilisent leur port.
ça veut dire que nous sommes dans un système d'interdépendance, c'est-à-dire un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Bénin, le Togo, etc., qui suivent la CEDEAO et prennent donc des sanctions contre le Mali pour que le Mali n'utilise plus leur port, mais c'est eux aussi qui vont en souffrir. Donc ce n'est pas aussi facile que ça. Dire que, écoutez, si le Mali ne fait pas ci, on va lui couper l'accès à la mer, ce n'est pas aussi facile que ça. Question, mais il y a le peuple qui est là. Dire que, écoutez, prendre une sanction contre le Mali ne dépend pas uniquement de Ouattara ou bien du Ford ou bien des présidents de ce pays. Il y a aussi le peuple qui compte. Donc si ce peuple n'est pas avec vous, si vous prenez ces sanctions, les conséquences, personne ne peut les prévenir. Alors, ensuite, il y a le problème de, comment on appelle, le problème de l'importance de cette communauté internationale qu'il faut régler. On a dit que, écoutez, est-ce que le Mali peut faire face à la communauté internationale? Est-ce que si le Mali ne se plie pas aux désirata de la communauté internationale, est-ce que cela pourrait arranger le Mali? Vous venez de poser cette question. Mais actuellement, il y a les responsables de l'OTAN pour ce qui concerne le problème entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont déclaré, quand la Russie a dit à l'OTAN de ne pas s'étendre vers l'Ukraine, sinon la Russie pourrait envahir l'Ukraine et autres. Mais les responsables de l'OTAN disent, écoutez, l'Ukraine a le droit d'accueillir en son sein l'OTAN ou non. C'est-à-dire l'Ukraine a la pleine souveraineté de décider de ses partenaires ou non. Et quand on parle de l'OTAN, on parle non seulement des Amaury, je suis tout à fait Amaury, vous m'écoutez? Ouais. Amaury, vous m'écoutez? Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe, mais on est quand même d'accord aussi que le Mali n'a pas les mêmes potentialités que la Russie. La Russie, c'est une puissance qui a des moyens dissuasifs, elle a même les moyens de sanctionner les autres États en contre-sanction de ce qui aurait pu être fait contre elle. Exactement. Mais souvenez-vous, quand les Occidentaux voulaient prendre des sanctions contre la Russie, est-ce qu'ils ont pris des sanctions sur le gaz, par exemple? La réponse est non. Les États-Unis ont pris des sanctions sur le gaz, mais les Européens n'ont pas pris de sanctions sur le gaz russe, parce qu'ils savent qu'ils dépendent de ce gaz-là. Exactement la même chose au Mali, à une échelle un peu plus faible. Il y a des biens et des services que le Mali a, et ces pays côtiers-là, ils ont besoin de cela. Par conséquent, même si on les force à prendre des sanctions contre le Mali pour ces biens-là, pour leur suivi, eux-mêmes, ils vont refuser. Parce que nous sommes dans la réelle politique. Il faut jamais l'oublier. Donc, on prend des sanctions par rapport à des biens services qui vous arrangent. Donc, moi, je soutiens que le Mali est aussi important dans la CEDEAO. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça que je dis, écoutez, si vous ne faites pas ça là, on va prendre des sanctions, mais vous aussi, quelles seront les conséquences par rapport à vous, par rapport à votre peuple et par rapport à la suite aussi. Donc, c'est ce que je voulais dire, mon cher Mbachi. Infiniment pour ces éclaircissements. Eh bien, Idéal, on reste au téléphone ou on revient? J'ai une question. D'accord, on reste au téléphone. Un appelant de la Côte d'Ivoire. D'accord, un appelant de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je n'ai pas son nom, mais on va le prendre rapidement. Bonsoir, très cher appelant de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bassi, bonsoir à votre invité. Je suis M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Ahmed Bassi, il n'y aura pas de sanctions contre le Mali. Pourquoi? En 2002, la rébellion de la Côte d'Ivoire, qui se termine en 2011, la Guinée, le Mali et le Burkina ont fourni 87% des effectifs de la rébellion. C'est-à-dire que les rebelles Guinée, Mali et Burkina, ça fait 87% de l'effectif de la rébellion. Qui a bénéficié de cette rébellion, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'y aura pas de sanctions contre le Mali. C'est des réunions, qui ne sont pas, je ne sais pas comment expliquer, mais qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'on prend l'argent du contribuable et on va les faire dépenser à ces réunions bidons comme ça, et puis on revient. Il n'y aura pas de sanctions contre le Mali. Est-ce que la CEDEAO est un organe normal? Non. Est-ce que la CEDEAO est un organe sérieux? Non. Est-ce que la CEDEAO est un organe sincère? Non. Il n'y aura pas de sanctions contre le Mali.
Mais ce que je voulais dire aux populations maliennes, malgré qu'ils ont contribué à la rébellion de la Côte d'Ivoire, mais nous soutenons Assimi Goïta et son gouvernement et sa population. Ce qui veut dire, si un jour un Malien venait de mourir de faim pour les sanctions de la CEDEAO, qui passe à la télévision de Afrique Média et nous dit ça, nous allons chercher tous les présidents qui composent la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'est pas un organe de la population. La CEDEAO est la mafia de la France. Donc, M. Bassi, il n'aura pas de sanctions contre le Mali. Quand je finis de dire ça, voyez-vous, la France va à l'Union européenne pour dire que non, il y a le groupe russe en Afrique qu'on appelle Wagner qui sanctionne les dirigeants en temps. Les Européens viennent de signer les arrêts de mort partout en Afrique. Parce que ce qui démontre qu'aujourd'hui, quand la France était au Mali pour tuer la population malienne, les Européens et l'Union européenne étaient au courant. Quand ils étaient en Guinée, comme on appelle au Niger, pour tuer la population, l'Union européenne et ses dirigeants, ils étaient au courant. Quand ils étaient au Burkina pour tuer les Africains, l'Union européenne et ses dirigeants étaient au courant. Comme la Russie, le bienfaiteur des Africains, vient pour nous aider, pour se libérer de ces djihadistes-là, ils sont sanctionnés, il n'y a pas de problème. À ce qui était du droit, mon frère qui a peut-être développé ça. Est-ce que le force Takuba est demandé, son arrivée au Mali est demandé par l'Assemblée nationale malienne? Ce que Emmanuel Macron appelle les forces Takuba, qui sont composées de plusieurs forces européennes, est-ce que leur arrivée au Mali a été demandé par la population malienne, ou bien par l'Assemblée nationale malienne, ou bien par le gouvernement malien? Si c'est non, c'est qu'ils sont considérés comme des rebelles. À partir d'aujourd'hui, là, je demande à tous les Africains, si tu vois un soldat Takuba, il faut la battre. Ma mère Bachir ne nous contribue plus. Il est l'heure que nous prononçons des mots violents contre les Européens en Afrique pour notre liberté. C'est pour notre liberté. En tout cas, nous ne prenons pas la violence, très cher ami Kofi. Nous ne prenons pas la violence. J'imagine qu'il y a des think tanks qui sont spécialisés dans ce genre de choses. C'est dans leur stratégie. À notre niveau, sur Afrique Média, on essaye de comprendre les enjeux, les dessous de cadre, savoir pourquoi c'est comme ça et ce qu'il faut faire. Maintenant, dans le déploiement de ces stratégies, il y a des organisations auxquelles d'ailleurs appartient notre invité Charlie Kenyé, qui a une profonde expérience là-dessus. Alors avant de revenir au standard, donnez-moi une seconde, chers téléspectateurs, pour ne pas oublier ma question. Charlie, est-ce que les autorités de la transition sont préparées à d'éventuelles sanctions? Depuis le début de leur combat, oui, pour avoir échangé personnellement avec certains membres de la transition, oui, ils sont préparés à ça. Parce que s'il y a une chose, c'est que la finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité de tout ça, c'est au-delà de la libération, mais c'est un changement, c'est un tournant dans les relations, oui, qui ont existé entre la France et ses anciennes colonies. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est au cœur stratégique, je dis bien au cœur stratégique de la nouvelle dynamique des relations France-africaines. oui. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'au-delà de ces sanctions économiques, parce que pour ceux qui ne pensent pas ou qui disent qu'il n'y aura pas de sanctions, mais il y aura bel et bien sanctions. Je peux vous rassurer, il y aura sanctions. Il y aura sanctions tout simplement parce que ceux qui vont sanctionner ne seront pas là justement dans le cadre de l'expression de leur volonté propre. Ils seront là dans le cadre de l'expression d'une volonté qui leur a été déjà instruite. Donc c'est un agenda tout simplement. Bien sûr, ils sont dans la répétition de ce qui a été automates. C'est tout. Ouais. Je dis bien c'est tout. Ouais. Prenez tous ceux qui sont là-bas. Je crois que c'est sur ce plateau que je démontrais le lien incestueux qu'il y avait par exemple entre M. Nana Akufo-Addo et Alassane Dramane Ouattara. Vous l'avez souvent fait. Alors, c'est vrai que on essaye d'avoir un peu de lisibilité dans la démarche du colonel Mamadi Doumbouya. Je suis déjà en Guinée.
Mais pourquoi est-ce que la même pression qu'on met aujourd'hui sur le Mali n'est pas faite à la Guinée? Tout simplement parce que... Je rappelle que la Guinée a également dit qu'elle ne respecterait pas, en tout cas, elle n'est pas là pour suivre le dictat de la CEDEAO, et Mamadou Doumbouya, il a dit clairement. Effectivement. En réalité, dans la Guinée, nous sommes dans le schéma de la... je vais dire quoi, de la distraction. Écoutez, lorsqu'on mène un combat, ça c'est en stratégie. C'est-à-dire que il y a un point central sur lequel on appuie, mais pour ne pas donner l'impression qu'en réalité c'est ça notre intérêt, on crée des intérêts parallèles pour lesquels en réalité on veut distraire l'opinion publique. On devient moins regardant sur la Guinée, tout est concentré sur le Mali. Exactement. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité on sait que ce qu'on a fait de ces côtés-là ne concorde pas avec réellement ce qu'on a fait. Je vous prends un cas très simple et pour répondre rapidement à votre question de façon simple. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? En Guinée, en réalité, il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu seulement eu passation de services. Et ça, il faut que les Africains le comprennent. Il n'y a jamais eu coup d'État en Guinée. Il y a eu passation de services. Lorsque le coup d'État en Guinée s'effectue, le même jour, j'ai eu la chance, j'ai été pris en direct par un média. Je vais vous faire une révélation terrible. Pour un coup d'État qui a eu lieu dimanche, je crois que c'était un 5 avril. Oui, dimanche 5 avril. Le samedi, le 5 septembre, 5 septembre, merci. Oui. Le samedi, l'ambassade de France en Guinée envoie un message à ses ressortissants, leur faisant savoir d'éviter de sortir en date du dimanche matin. Et le message va plus loin. Le message précise aux ressortissants français en Guinée-Conakry d'éviter les alentours du palais présidentiel. Vous comprenez très rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, l'ambassade de France est au courant qu'il devait avoir changement à la tête de l'État ce dimanche matin-là. Oui. Et on a assisté justement à ce changement d'État. Si il faille même encore aller plus loin, vous allez voir que le schéma qui a été utilisé dans le coup d'État, entre guillemets, en Guinée-Conakry, est très proche du schéma utilisé pour la déportation du président Laurent Gbagbo. Avec... regardez bien, dans le schéma de la Guinée, vous allez vous rendre compte que l'armée guinéenne en elle-même n'a pas combattu. Ah oui, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous verrez que... Ça s'est fait quand même très rapidement. J'ai dit pour un pays où, pour ceux qui maîtrisent un peu la Guinée-Conakry, vous verrez que tout aux alentours du palais présidentiel, il y a des bases militaires. Mais curieusement, personne n'est venu pour dire quoi, pour apporter de la riposte. Alors, je reviens très rapidement, je ne vous coupe pas. Madame Yao, elle est en attente depuis plusieurs minutes, je ne voudrais pas épuiser quand même ses unités. Madame Yao, bonsoir, très cher ami. Vous avez la parole. Bachir, bonsoir Afrique Média, bonsoir le Standard, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les panafricains. Monsieur Bachir, moi j'appelle pour dire aux Maliens, de ne pas céder, de résister. Les Maliens, au moins, ils ont la chance. Ils ont Afrique Média qui est là. Ils ont les réseaux sociaux qui sont là. Et rien n'est caché maintenant. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en notre temps-là, il n'y avait pas Afrique Média. C'était difficile. Donc, moi, j'appelle pour demander aux Maliens de résister. On s'en fout des sanctions. On s'en fout des sanctions. Faites comme la Côte d'Ivoire. Faites comme nous ici, budget sécurisé. Le président Laurent Gbagbo avait fait Boumboabré, ils ont fait ça. Le Mali est riche. Vous avez beaucoup de chance. Il n'y a pas d'étrangers parmi vous. C'est vous les Maliens, c'est vous seuls qui faites votre lutte. Mais chez nous ici, les immigrés maliens prennent les machettes. C'est eux qui nous emmerdent. Quand il y a eu la guerre ici, vous les Maliens, vous ne nous avez pas soutenus. Vous ne nous avez pas soutenus, mais nous, on vous soutient. Nous, les panafricains, nous soutenons les patriotes maliens. Ne cédez pas, mais donnez des conseils à vos frères maliens qui sont ici, là, qu'ils arrêtent de nous découper les machettes. On y va. Un message ou des échanges, quoi, entre deux de nos téléspectateurs. Toyoupou, qui écrit, il dit: le Mali est en train de s'amuser avec le sort que la France et la CEDEAO sont en train de préparer pour elle. La solution est entre les mains des peuples africains. Et je cite, dit-il, le Mali doit rappeler ses ambassadeurs de la CEDEAO et en France le retrait total et immédiat de la CEDEAO, le renvoi de l'ambassadeur français et les forces d'occupation
aux grands mots, les grands moyens, quelles que soient les conséquences. Et bien sûr, il a reçu une réponse de Demba Sidibé qui lui dit que les Maliens attendent juste leur sanction pour y appliquer la réciprocité, y répondre de manière idoine et responsable. C'est ce qui a été décidé lors de cette manifestation qui passe à l'écran. Bien sûr, c'est Joël qui nous fait découvrir ces belles images. Merci à vous, messieurs, pour les échanges. Ça prouve que nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Charlie, un retour vers vous. Comment aider le Mali? De recadrer aussi les propos de notre chère sœur qui venait d'appeler. Ah oui, Madame Yao. Oui, qui a dit que le Mali n'a pas soutenu la Côte d'Ivoire. Non, je pense que tous les pays d'Afrique ont soutenu la Côte d'Ivoire. D'une certaine manière. Donc il faut également aussi faire le distinguo entre l'autorité malienne de l'époque et le peuple malien. C'est-à-dire que si les autorités maliennes de cette époque-là, justement, parce que étant très pro-français, se sont tués face à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cela n'incombe pas la responsabilité du peuple malien. Comprenez un peu. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on fasse. Nous savons que nous menons un combat pour lequel nous avons besoin de toutes les forces vives du continent. Il y a toujours des brebis galeuses quelque part. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y aura des brebis galeuses, mais nous devons tout faire pour justement mettre en lumière cet humanisme que représente le panafricanisme. Donc comment faire pour soutenir le peuple malien? Déjà, je pense que tous les pays qui pensent que le combat... En tout cas, le peuple, il est soutenu. Oui, tout à fait. Parce que, tel que, en tout cas, nous menons nos investigations, on sait qu'il y a plusieurs organisations auxquelles vous appartenez, j'aime insister là-dessus, qui soutiennent les différents mouvements du côté du Mali, et bien sûr, Yerolo de nos amis Amina et... Alors, Bendiara. Donc, il y a cette communication, cette symbiose entre les différents mouvements. Maintenant, ma question allait dans le sens des autorités. Comment aider ces autorités? Puisqu'elles sont décidées à suivre le calendrier qui est le leur, notamment en mettant au préalable les questions sécuritaires, les assises nationales de la refondation, un chronogramme pour les élections, qui a d'ailleurs été proposé, en tout cas dans la lettre d'Assimi Goïta, il a dit quand même à Nana Akufo-Addo que d'ici la fin du mois de janvier, il lui présenterait un chronogramme bien détaillé des élections, ce qui n'a pas été accepté. Alors, ces autorités, comment est-ce qu'on pourrait les aider? Trois choses. Première déjà, que ce soit au Mali, c'est-à-dire multiplier ce genre d'action à travers les manifestations de soutien envers les autorités maliennes, mais cela doit se faire sur l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire que ce que nous avons vu du côté du Mali, je pense que les autres pays d'Afrique qui pensent que le Mali est sur le chemin justement de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la libération, nous devons les soutenir à travers des marches de soutien. Quand je parle de soutien avec les marches, je parle également, j'incombe également à ça la responsabilité des médias, tels qu'Afrique Média. C'est-à-dire que nous devons toujours mettre en lumière ce genre de mouvement pour montrer aux yeux du monde qu'en réalité, nous ne sommes pas dupes, nous savons ce qu'il y a derrière. La deuxième des choses, et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga l'a bien précisé dans son discours, il faut amener le peuple malien à sortir de la dépendance occidentale en consommant local. Tant que vous êtes dépendant d'un produit qui vient de l'étranger, à travers des sanctions, justement, on peut créer la dépendance à vous. Ça veut dire qu'il faut que le peuple malien, justement, entre dans cette culture sankariste, à savoir, consommons ce que nous produisons. Aujourd'hui, si le Mali est capable de consommer son manioc, de consommer son igname, de consommer sa viande, je ne vois pas ce qu'une intervention ou alors une sanction de la CEDEAO pourra impacter sur le Mali. À partir du moment où l'économie va être une économie, je vais dire quoi, axée sur la production nationale. Mais est-ce qu'à long terme, ça ne va pas créer de choses, puisque le pays est aussi ouvert à des échanges justement, j'en viens. C'est-à-dire que la consommation locale va réduire quand même de grande partie l'impact des sanctions économiques en termes d'exportation. Vous voyez un peu de besoin. Ça, c'est important. Maintenant, sur le plan international, justement, vous parlez des échanges. Le Mali n'est pas un pays qui vit en autarcie. Le Mali vit avec des échanges. Sur le plan international, le Mali, dans la diversification de ses partenariats stratégiques, doit comprendre qu'il y a des pays, par exemple, comme l'Algérie, qui ont la capacité financière, parce que beaucoup ne le savent pas. L'Algérie, c'est le pays qui n'est pas endetté au monde. Il n'y a pas un pays qui
tous les pays au monde sont endettés. L'Algérie, zéro. C'est un pays extraordinaire. Et quand on analyse aujourd'hui les capacités en termes d'avoir du peuple algérien, beaucoup ne le disent pas aussi, c'est de loin très supérieur à celui de la France. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui a la politique de ses moyens, et le Mali aujourd'hui gagnerait à pouvoir se ravitailler de ce côté-là. Et nous sommes très heureux d'entendre l'Algérie se prononcer sur le cas malien en disant qu'ils sont prêts à soutenir économiquement et financièrement ce pays. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure que le même schéma s'est fait avec la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez que la Côte d'Ivoire, à un moment, était asphyxiée. Les banques en Côte d'Ivoire ne payaient plus les fonctionnaires ivoiriens, justement sur instruction de Paris. Mais vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a fait. La Côte d'Ivoire a pu soutenir justement parce qu'à cette période-là, il y avait le guide libyen Mohamed Kadhafi qui a pu soutenir financièrement le gouvernement ivoirien. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre des relations diplomatiques, des relations géopolitiques et géostratégiques que le Mali est en train de multiplier avec l'Algérie, il faut intégrer ces questions-là. Bien sûr, nous sommes dans le cadre des relations internationales, il n'y a pas de philanthropie, mais justement, comme l'a dit un de nos companistes, le Mali a les ressources, a les moyens nécessaires pour dire à l'Algérie qu'en récompense ou en échange de ces services ou alors de cet apport, de cette aide financière, voilà quand même ce que aussi nous pouvons mettre sur la table. C'est de ça dont il est question. Donc, multiplier ce genre d'enjeux, nonobstant ce que la Russie elle-même est prête à apporter, mais à côté de ça également, tendre la main aux autres pays qui semblent être en accord avec ce que l'Algérie, avec ce que le Mali fait. Dites-vous bien que au-delà de cette danse bafia, je m'excuse du terme, au-delà de cette tcha-tcha que la CEDEAO est en train de faire, vous avez des pays en Afrique qui aujourd'hui voient en ce qui est en train de se passer au Mali quelque chose de très grandiose. Je ne veux pas les citer ici, de peur d'exposer ces gouvernements-là ou alors ces présidents, mais il y a des pays en Afrique qui justement soutiennent la démarche du Mali. C'est aujourd'hui important pour le Mali justement de multiplier les relations avec ces pays-là parce que au plus fort de cette crise, le Mali aura besoin de ces pays-là pour justement lui apporter tout son soutien. Alors, vous m'apprenez quand même quelque chose, je viens justement de le vérifier, j'espère que mes sources aussi sont bonnes. Sur l'Algérie, je vois justement la dette extérieure la plus récente, la valeur c'est 0,1%. Mais monsieur Bachir, je pense que je suis quand même un chercheur, je ne dis pas des choses ici pour vous. En tout cas c'est impeccable. Voilà, impeccable. Vous comprenez. Je vous dis, l'Algérie c'est le pays au monde le moins 0,1%. Le moins endetté. La valeur la plus récente de 2020. Exactement. C'est ce que je lis. Donc vous voyez que c'est un pays qui en réalité a la capacité, ils ont les moyens de leur politique, surtout sur le plan financier. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, et quelqu'un venait de nous rappeler, je crois que c'est Delphin, qui nous faisait savoir que l'Algérie, contrairement à l'Égypte, la puissance militaire, à l'heure où je vous parle, en Afrique, la première puissance militaire, c'est l'Algérie. Mais pourquoi est-ce qu'on classe l'Égypte devant? Pour deux raisons. La première, c'est que l'Égypte est le pays qui commerce le plus avec les États-Unis. Et à côté de ça, Delphin venait encore de le dire, les États-Unis subventionnent l'armée égyptienne à hauteur de 1 milliard de dollars par an. Ce qui n'est pas le cas avec l'Algérie. Je vous dis, l'Algérie est une véritable puissance. Et la France le sait. D'ailleurs, c'est pourquoi après ce faux coup de gueule, vous avez vu les autorités françaises se plier vers l'Algérie, annoncer qu'ils allaient déclassifier les archives. Mais ils sont justement dans un coup... L'Algérie est en train de leur servir un coup de géopolitique parce que l'Algérie avait prévu ce qui est en train de passer. Ils ont fait savoir que le blocage de l'espace aérien algérien aux avions de chasse françaises, la conséquence ne devait pas être trop forte sur le terrain avec les opérations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà les soldats français en opération au Burkina Faso qui tombent après avoir passé 24 heures de famine. On se rend compte que voilà les soldats français dans le nord qui, lorsque la force russe arrive, ils courent les jambes en l'air en laissant les armes. Ça démontre à ce fait que les capacités logistiques, les capacités de ravitaillement de cette armée-là peinent depuis que l'Algérie a bloqué son espace aérien à l'armée française. C'est pour dire que l'Algérie aujourd'hui est un pays incontournable dans ce qui est en train de se passer du côté du Mali. Et c'est là où je salue l'esprit stratégique du peuple malien, des autorités maliennes à renforcer, à densifier ces accords de coopération avec l'Algérie. Alors, voilà donc qui nous fait avancer petit à petit. Et il y a un message d'un de nos téléspectateurs que je voudrais lire. Et ça nous ramène à la CEDEAO. Ils sont très nombreux, hein, Charlie, à nous suivre. Je vois que vous drainez des foules également. Alors, Simon Espoir Tsatsou nous dit: je pense que la CEDEAO ne fait pas bien son travail. Les pays de la CEDEAO n'ont pas les mêmes réalités. On ne peut pas appliquer des sanctions contre les pays à la va-vite. Il y a quand même là jurisprudence, et tenez compte de ça. Et en inbox, il fait allusion aussi quand même au fait que
normalement, la CEDEAO sanctionne les États quand il y a violation de la charte sur la démocratie, notamment le cas de la Côte d'Ivoire où le président Alassane Dramane Ouattara est passé pour un 3e mandat, ce qui n'est pas conforme aux exigences de la CEDEAO, mais il n'y a pas eu de sanction en Côte d'Ivoire. Oui, mais écoutez, nous sommes là dans le schéma du colon et du colonisé, c'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, tout avait été fait pour que justement un homme soit porté à la tête de l'État. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la CEDEAO devait intervenir? J'aime bien ce dicton qui dit c'est celui qui commande la note, c'est celui qui commande le menu, ou alors permettez, c'est celui qui paie le menu, qui commande, c'est celui qui paie la note qui commande le menu. Permettez, j'y arrive. C'est celui qui paie la note qui commande le menu. Bon, écoutez, je vous prends un cas très simple pour ceux qui ne le savent pas. Vous allez remarquer que dans le cas de la Côte d'Ivoire spécifiquement, avant que les élections n'aient été programmées, on a vu l'ambassade de France appeler le président de la commission électorale pour justement donner un certain nombre d'instructions pour qui serait le vainqueur. Au même instant, on a vu les forces onusiennes protéger un candidat qui en réalité n'avait même pas encore été choisi ou encore n'avait pas encore, les résultats n'avaient même pas encore. C'est-à-dire que nous étions dans le cas d'un candidat sortant contre un candidat qui se prononce. Mais curieusement, c'est celui-même qui n'est même pas sortant, mais c'est lui qui était protégé dans un hôtel, hôtel de golf, par les forces onusiennes. Et le danger dans ça, c'est que quoi? Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir rapporter du côté du Mali. C'est que dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien étant, on peut dire, en faillite sur le plan financier parce que n'étant pas capable de pouvoir organiser ces élections-là sur le plan du coût, c'est-à-dire qu'en termes de finances, a laissé les Nations Unies organiser ces élections-là. Et c'est le même schéma qu'il veut ramener au Mali. J'attire l'attention des autorités maliennes. C'est très important quand même que les autorités maliennes n'acceptent sous aucun prétexte, que ce soit la CEDEAO, que ce soit même l'Union européenne, encore moins les Nations Unies, d'organiser les élections chez eux. Belle précision. On retourne au téléphone. Ce sera certainement la dernière vague. On va prendre un maximum de 2 appels. 1 minute et demie chacun, maximum 2. Donc, Zerfel nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir, cher ami Zerfel. Bonsoir à votre invité. Bonsoir à tous les techniciens d'Afrique Média. Comme vous m'avez donné 1 minute, je vais faire rapidement. Parce que ce que moi, je voudrais dire chez le commandeur malien aujourd'hui, parce que si on veut écouter toujours ce qui vient de l'extérieur, on ne va jamais évoluer dans ce monde-là. Parce que les Européens n'ont jamais écouté ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, si les sanctions aujourd'hui, on dit on va sanctionner la France ou la Russie ou n'importe quel pays européen ou occidental, ils ne vont pas l'écouter. Ils vont avancer comme ils pensent. Aujourd'hui, c'est que nos maîtres des choses, comment dirais-je, les sous-préfets qui sont partis s'asseoir au Nigeria, là, pour faire une je ne sais pas si c'est une manière d'aller s'asseoir, manger ensemble et puis avoir dessus un pays qui n'ont rien à voir dans ce pays-là et il veut imposer des trucs. Parce que quand je vois comment le président Ghanéen qui est chaud aujourd'hui sur le Mali, mais lui, avant que lui, il vienne s'asseoir correctement aujourd'hui, là, il y a un militaire qui a nettoyé ce pays-là. D'abord, on parle du Ghana aujourd'hui. Si on respecte le Ghana aujourd'hui, là, c'est un militaire qui a nettoyé ce pays-là. Donc, il doit réfléchir d'abord avant de se mettre là, comment dirais-je, au garde-boue de certains, comment dirais-je, sous-préfets francophones là, comme Alassane, comme Macky Sall, comme celui du Togo là, et ainsi de suite. Tout c'est, excusez-moi, parce que le mot que j'allais sortir, c'est être dur pour ces présidents que je viens de citer les noms là. Mais je n'ai pas envie de sortir ce mot là. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Ça, il faut leur dire la vérité. Ils n'ont pas de dignité. S'ils savaient que leur pays, leur peuple est en train de souffrir, ils ne peuvent pas se mettre là et puis s'asseoir et puis dire on va sanctionner, on va sanctionner. Comment tu peux imposer les élections dans un pays? Et lui, Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution de son pays. Aujourd'hui, il se dit qu'il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il est là parce que il a des choses, comment dire, l'armée qui l'entoure. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont barricadés dans les maisons. C'est pourquoi il fait le petit malin. Alors, quand moi je vois le ministre des Affaires étrangères malien qui vient voir ce monsieur-là, on dirait qu'il ne connaît pas ce monsieur, ce Burkinabé-là. C'est un gars qui est méchant. Parce que déjà qu'il a été une fois hué au Mali,
il a gardé cette rancune encore contre les Maliens. Et le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher à Abidjan. Peut-être qu'il est venu se promener. Mais lui, il savait que ces gars-là n'allaient pas reculer. Ils allaient nous imposer des trucs. Parce que moi, je dis que vous, les Maliens, ne regardez pas ces merdes. Ces merdes de présidents qui sont réunis au Nigeria, là, pour dire de n'importe quoi. Vous êtes dans votre pays, ce que vous voulez, machin. Parce que l'autre fois, j'ai vu sur le net que le président de transition, déjà, il a commencé à négocier pour qu'il y ait, des choses nécessaires pour la vie des Maliens, c'est-à-dire de l'huile, tout ce qui est de la nourriture, il doit négocier pour que les Maliens puissent avoir ça à bon prix. Il a déjà préparé ça. Moi, j'ai déjà lu ça sur le net. Donc, moi, les Maliens tenaient pour que, moi, parce que j'entends certains Maliens qui se mettent sur les réseaux sociaux pour parler, pour dire qu'ils sont des opposants bizarres. Qui se méfient? Parce que ce que le monsieur est en train de faire, c'est pour libérer l'Afrique et chez les Maliens. Ce n'est pas seulement pour les Maliens ces gars qui sont dans qui sont cachés sous les manteaux des Français là, qui sont en train de gesticuler, qui sont en train de dire n'importe quoi. Donc, se méfier. Parce que là, on ne va pas les pardonner, ces gars. Je m'arrête là, parce que si je veux continuer là, parce que 1 minute, c'est déjà passé, mais merci, Bachir. Et puis, prochainement, s'il y a encore sur le Mali, et moi, je vous souhaite que vous parlez dans ces jours-là, jusqu'à la fin, on n'a qu'à parler sur la Centrafrique, du Mali et du Burkina, pour que ces Français puissent quitter l'Afrique pour une bonne fois. Merci. Zerfel, eh bien, vous l'avez compris, hein, le temps était relativement court, mais vous êtes allé jusqu'au bout de votre pensée, c'est ce qui est important. Une question d'un ami téléspectateur, voilà, ce sera par là que nous refermons, on n'a plus que 30 secondes, je vais lire son message de toutes les façons. Oui, on va laisser Delphin pour la prochaine fois, il avait des choses à ajouter, mais ce sera pour demain, si possible, Inch'Allah. Bonjour, Monsieur Bachir, j'ai 2 questions qui me taraudent de l'esprit depuis et les voici. Pourquoi le Parlement français est toujours prêt à débattre sur les questions des pays africains? N'est-il pas tant que nos parlements aussi commencent à débattre sur des questions qui concernent l'installation des bases militaires françaises sur nos différents territoires? En tout cas, c'est une question qui nous revient très souvent, très cher ami Georges Bertrand Mbela Paco. On aura le temps de répondre à tout cela. Un mot en 20 secondes. Au peuple libre du monde et nous continuerons à faire ce que nous pouvons à notre niveau faire pour assister, pour accompagner ces peuples, à savoir lire à travers les jeux, lire les enjeux justement de ces jeux-là qui en réalité ne sont pas toujours là pour servir les intérêts du peuple africain. Nous nous tiendrons à leur côté à chaque fois qu'ils auront besoin de nous pour justement témoigner de notre solidarité et de notre intelligence, de notre expertise à ce qu'ils puissent mener à bien l'avenir de ces peuples-là. Merci infiniment Charlie Kenyé. Nous vous retrouverons, pourquoi pas, dans les prochaines éditions. De toutes les façons, Afrique Média, c'est chez vous. Et nous, on dit Afrique Média, le monde c'est nous. Très bonne suite de programmes sur Afrique Média, la télévision panafricaine.